Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada, donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine. Mesdames, Messieurs, sursaut nationaliste. Ces sursauts du Québec, ne pourrait-on les dire presque inévitables, conséquence de son isolement dans l'entourage et l'ambiance que nous savons, attitude d'une nationalité condamnée au guet perpétuel, réaction d'un vivant qui sent plus ou moins sa vie en danger. Dans les quelques 40 ans qui suivent la Confédération, l'histoire relève deux de ces sursauts au mouvement nationaliste. L'un après l'autre se cristallise autour de deux fortes personnalités, deux chefs politiques de grande classe, Honoré Mercier, Henri Bourassa. C'est devenu tradition parmi les historiens de rattacher l'avènement de Mercier au réalisme québécois. Est-ce bien tenir compte exact de tous les malaises du temps et, par exemple, de la baisse constante de l'influence française à Ottawa et voire de déviations déjà alarmantes de l'esprit national au pays de Québec, facteur inquiétude propre à susciter quelques réactions. Toutefois, il reste que le branle puissant dans le sursaut de 86 procède indéniablement du réalisme. Chacun se remémore les faits. Griefs et malheurs trop réels des Métis, refoulés, bousculés par l'immigration du Nord-Ouest, dérangés dans leurs moyens de vie par la disparition du bison, incurie persistante et inexplicable d'Ottawa, démarche des Métis auprès de Louis Riel, qui quitte les États-Unis et se remet à leur tête, campagne de pétitions et de revendications qui tournent à la révolte, intervention armée du gouvernement canadien, reddition de Riel, son procès à Regina devant un juge et devant un demi-juré de langue anglaise. Après épuisement de tous les recours judiciaires, y compris l'appel au Conseil privé d'Angleterre et l'appel en grâce au gouverneur général du Canada, pendaison du chef métis à la prison de Regina le 16 novembre 1885, pendaison d'un homme pour le crime politique et d'un homme atteint au moins dans le passé de troubles mentaux, déclaré au surplus au cours de son procès par les aliénistes de la défense, irresponsables sur les sujets de la religion et de la politique. L'affaire Riel, je l'ai déjà écrit, ce fut au Canada ce que sera un jour en France l'affaire Dreyfus. Avait-on pendu un innocent? Avait-on commis un meurtre judiciaire? S'il est difficile de s'entendre sur la culpabilité ou l'innocence de Riel, tous les esprits justes, croyons-nous, peuvent s'accorder sur l'inopportunité, sinon même l'injustice d'une exécution capitale. Les Métis avaient des griefs sérieux. Les évêques, les missionnaires de l'Ouest en ont averti les autorités canadiennes. En fait, le gouvernement d'Ottawa était trop coupable pour se montrer sévère. C'est ce sentiment des injustices et du meurtre judiciaire commis dans le Nord-Ouest qui firent se dresser, presque unanime, l'opinion canadienne-française. D'autant que l'opinion anglo-canadienne, presque en bloc, reliant les événements de 85 à ceux de 1869-70, avait pétitionné, ferraillé pour la pendaison du chef métis. Des deux côtés de la barricade, du reste, on fera de son mieux pour donner à la controverse le caractère d'un conflit racial. On lit, par exemple, dans le Toronto Mail, si la chute du cabinet devait résulter du retrait de ses partisans français, en ce cas, nous, sujets britanniques, sommes convaincus qu'il nous faudrait nous battre de nouveau pour la conquête. Et le Bas-Canada peut être assuré qu'il n'y aurait pas de traité de 1763. Cette fois, le conquérant ne capitulera pas. Un coup d'œil maintenant sur les journaux français nous fait trouver dans la presse de Montréal des lignes comme celle-ci. Riel n'expie pas seulement le crime d'avoir réclamé les droits de ses compatriotes, il expie surtout et avant tout le crime d'appartenir à notre race. Un homme va capitaliser, si j'ose dire, l'émotion populaire. Honoré Mercier. L'homme a des antécédents. En 1866, il s'est trouvé du groupe des jeunes chefs de file qui, effrayés des périls de la Confédération,
ont brisé avec leur parti. En 71, il a déjà été d'un parti national. Il a fait quelques années de politique fédérale. Depuis 1883, il est chef du Parti libéral et d'opposition au Parlement de Québec. Orateur dynamique, combatif, profondément patriote, esprit élevé, son influence est profonde sur les masses. En 87, porté par la vague réaliste, il réussit à grouper des libéraux canadiens français, des conservateurs nationaux, le groupe des ultramontains ou castors et le Parti nouveau, appelé Parti national, prend le pouvoir. La province de Québec va vivre une courte mais grande période. Du côté de l'opinion francophobe et même du gouvernement fédéral, il semble qu'on s'applique à fortifier le régime Mercier. L'agitation ne cesse point. Agitation extraordinaire à la suite du règlement des biens des Jésuites par Mercier, règlement que l'on tente de faire invalider par le désaveu fédéral. Agitation des Equal Rightistes ou de la Ligue des droits égaux, Equal Rights Association, fondée, le croira-t-on, pour obtenir aux anglo-protestants dans le Québec des droits égaux à ceux des Canadiens français. Ces agitateurs et surtout leurs chefs ont bien soin de ne pas cacher quelle cible ils visent. Un historien anglo-canadien a pu parler du duel Mercier-McCarthy. Quel est-il donc le nationalisme de Mercier? Il tient en quelques propositions. Mercier est un national, un irrédentiste, si l'on veut, au sens canadien-français du mot. Il croit d'une foi vive, intransigeante, en sa nationalité, en sa culture, en ses droits, en son avenir. Il y croit comme bien peu d'hommes dans le Québec qui y ont jamais cru. Il y croit contre tous les adversaires du dehors, contre tous les faibles, tous les défaitistes de l'intérieur. Empruntons une simple citation à son discours de la Saint-Jean-Baptiste de 89. L'amour de la religion et de la nationalité de nos pères est gravé dans nos cœurs. Et personne, pas même le plus puissant des tyrans, ne pourra nous enlever cet amour. Cette province de Québec est catholique et française, et elle restera catholique et française, tout en protestant de notre respect et même de notre amitié pour les représentants des autres races ou des autres religions. Nous déclarons solennellement que nous ne renoncerons jamais aux droits qui nous sont garantis par les traités, par la loi et par la Constitution. Vers qui s'en va? À qui s'adresse cette proclamation de foi patriotique d'un ton si tranchant? Pour le savoir, il faut se remettre dans l'atmosphère enfiévrée du temps. Mercier s'adresse sans doute aux siens, dont il veut relever la confiance, galvaniser les volontés. L'avertissement s'adresse aussi à un colonel O'Brien, député de Muskoka, Ontario, qui, à propos du règlement de la question des biens des Jésuites et de l'arbitrage papal, vient de s'écrier au Parlement d'Ottawa « Notre pays doit être anglais et rien qu'anglais ». L'avertissement s'adresse encore aux Equal Rightists du type de Dalton McCarthy, qui pour le même motif a repris la déclaration d'O'Brien. Foi en sa province, en sa nationalité, conscient des périls du temps, puissants motifs qui vont induire Mercier à refaire, si possible, après Papineau, après La Fontaine, l'union des siens. Au nom du même idéal patriotique, il prêcha l'abandon des vieux et futiles sujets de querelle. Dans son discours de 89, il pose la question troublante. Et nous sommes divisés dans notre amour de cette chère patrie. Pourquoi? Et il fait lui-même la réponse. Rester toujours d'une désolante tristesse, nous ne le savons pas. Mais la réponse est aussi, cessons nos luttes fratricides, unissons-nous. Dans sa jeunesse, Mercier s'est toujours montré plus national que conservateur. Plus tard, il parut moins libéral que national. Porté à la tête de sa province, sa première ambition sera de faire sauter les vieux cadres politiques pour fonder le Parti national. C'est la division, née de l'esprit de parti, dira-t-il, qui a fait le mal. C'est l'union, née du patriotisme, qui le réparera. Dans la logique des mêmes sentiments ou du même irrédentisme, l'on ne sera pas surpris de trouver encore en Mercier un fervent de l'autonomie provinciale. Il est hostile à toute forme de l'unitarisme. Et comme ces déclarations sont restées d'une singulière actualité,
qui ne croirait entendre quelques formules d'Ernest Lapointe et voir du Conseil privé d'Angleterre, quand Mercier fait affirmer par un de ses jeunes députés en 89, notre province n'occupe pas à l'égard du Canada la position que celui-ci occupe vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Nous ne sommes ni une colonie, ni une dépendance de la Confédération. La source des pouvoirs, on ne saurait trop le répéter, ne va pas du Canada aux provinces, mais bien des provinces au Canada. Elles sont constituantes, il est constitué. Une troisième note achèvera de définir le nationalisme de Mercier, celle qui, à l'autonomiste québécois, permet de joindre le partisan de l'indépendance canadienne. En 1973, c'est en plein Parlement fédéral qu'il ose aborder la question de l'indépendance. Il a ressaisi en 1988 au Parlement de Québec, en 1991 de passage à Paris, à des journalistes qui lui posent la question « Les vœux des Franco-Canadiens, quels sont-ils » Mercier répond « À vrai dire, il en est un qui les résume tous, c'est de voir le Dominion conquérir son indépendance. » Évoquons surtout sa conférence du 4 avril 1993 au parc Sommer de Montréal, sorte de testament politique qui se terminait par la retentissante péroraison « Debout, comme un homme libre sur la terre d'Amérique, je défends la cause sacrée de mes compatriotes, quelle que soit leur race ou leur croyance, et je demande pour tous l'émancipation coloniale et la liberté. » Nous tenons là tout l'homme et toute sa doctrine, qui ne relèverait pourtant en ce nationalisme si combattu, si provoqué. Une dernière note est fort méritante. Rien dans les discours de Mercier qui appelle les représailles, rien qui ressemble au cri de race. Contraste assez frappant avec ce qui retentissait de l'autre côté de la barrière, par la bouche d'un McCarthy, d'un Charlton et de leurs pareils. Jamais l'homme d'État canadien-français ne se départira du sens de justice, ni non plus de la générosité habituelle de ses compatriotes. Mais cette union que nous avons faite, dira-t-il du Parti national, n'est pas une union de race contre d'autres races, de religion contre d'autres religions. Nous ne voulons pas réparer un crime par d'autres crimes. Nous trouverons plus loin l'œuvre de Mercier. En lui, l'orateur se doublait heureusement d'un homme d'action. Pour l'époque, la politique du gouvernement national apparaît assez compréhensive et coordonnée. Le gouvernement de Mercier aura duré à peine 5 courtes années. Il succombe à un coup d'État du lieutenant-gouverneur dans un relent de scandales financiers dont la controverse politicienne a beaucoup exagéré l'importance. Il succombe à la coalition anti-réaliste, à l'hostilité du gouvernement fédéral et des conservateurs nationaux de sa province. Ajouterons-nous qu'il succombe surtout à l'hostilité de ses compatriotes, bons latins, qui ne peuvent endurer longtemps de rester d'accord. Lui-même a bien été aussi l'artisan de sa chute, par un peu de mégalomanie et par manque de vigilance sur son entourage politique. Il reste que pendant ces 5 années de gouvernement national, l'atmosphère de la province s'était singulièrement haussée. Le pays québécois avait repris confiance en son destin. À la voix de cet homme qui avait les pieds si bien posés sur le sol et qui savait penser et sentir collectivement, la nation s'était sentie reliée au meilleur constant de son histoire, au plus robuste de ses lignes de force. Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada, donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française.